Mon mari m'a quitté pour ma propre sœur. 4 ans plus tard, il a été choqué de voir l'enfant derrière moi. Une version miniature de lui-même, appelant son plus grand rival papa. Mon histoire commence il y a 4 ans. Mon mari a divorcé pour épouser ma propre sœur. Et 4 ans plus tard, il a vu l'enfant debout derrière moi et son visage est devenu livide. Le petit garçon était une version miniature de lui, mais il appelait le plus grand rival de mon mari au papa. Tout a commencé un mardi. Je me souviens qu'il pleuvait. Une de ces bruines maussades et incessantes qui vous pénètrent jusqu'aux os. J'étais dans la cuisine, essayant de perfectionner une nouvelle recette de blanquette pour Mathieu. Il avait des maux d'estomac et j'avais passé des semaines à rechercher des aliments doux et nourrissants. Je pensais que si seulement je pouvais prendre soin de lui parfaitement, si je pouvais être l'épouse parfaite, peut-être. Peut-être qu'il me verrait enfin. Il est rentré tôt ce jour-là. Il n'avait pas sa mallette habituelle, juste une enveloppe Kraft impeccable à la main. Il n'a même pas enlevé son manteau trempé par la pluie. Il est resté là, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, me regardant comme si j'étais une étrangère, une employée qu'il s'apprêtait à licencier. « Aurélie, dit-il, la voix plate, dénuée de toute émotion. » Il fit glisser l'enveloppe sur le plan de travail en granit. Elle s'arrêta juste à côté des carottes que j'étais en train de couper. « Divorçons. » Le couteau tomba de ma main dans un cliquetis. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. C'était comme si on m'avait expulsé l'air des poumons. Quoi? Mathieu, de quoi parles-tu? Il soupira, un son de pure impatience. Signe cet accord. Notre avocat l'a rédigé. Il est généreux. Je te donnerai 20 millions d'euros supplémentaires en plus de ce que le contrat initial stipule. Le contrat? Bien sûr. Comment avais-je pu oublier? Notre mariage n'était pas une romance. C'était un accord commercial. 3 ans, qui devait expirer dans un mois exactement. J'avais bêtement espéré qu'il oublierait la date de fin. Que la vie que nous avions construite, ou plutôt, la vie que j'avais construite pour lui, signifierait quelque chose. Si tu n'es pas d'accord maintenant, continua-t-il, sa voix aussi froide que la pluie dehors, le contrat prendra fin automatiquement dans un mois de toute façon. Mais tu ne toucheras pas un centime des 20 millions supplémentaires. Considérez ça comme une prime de rupture. Mes mains tremblaient. Je regardais cet homme élégant et beau que j'avais aimé pendant 7 ans, et je sentis une vague de désespoir si forte qu'elle me donna le vertige. Il me restait une dernière carte à jouer. C'était un secret que je gardais précieusement depuis une semaine. Une petite étincelle de joie que j'attendais le moment parfait pour partager. Mathieu, murmurai-je, la voix brisée. Et si je te disais que j'étais enceinte? Je l'admets. J'étais désespéré. J'essayais d'utiliser l'enfant pour le retenir. La famille de Mathieu était de la vieille bourgeoisie, mais il n'avait pas beaucoup d'héritiers. Un enfant, son enfant, changerait tout. Pour le bien du bébé, pour l'héritage de sa famille, peut-être qu'il abandonnerait cette idée insensée de divorce. Il ne sourcilla même pas. Ses yeux, de la couleur de l'acier froid, rencontrèrent les miens. Et puis il porta le coup de grâce final. J'ai fait une vasectomie, dit-il. Chaque mot une pierre parfaitement polie jetée dans un étang silencieux. Juste après notre mariage. L'enfant ne peut pas être de moi. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Une vasectomie? Ce n'était pas possible. Mathieu était le seul homme avec qui j'avais jamais été. Si l'enfant n'était pas de lui, de qui était-il? La question flottait dans l'air, une accusation vile et tacite. À cet instant, je réalisais quelque chose de profond. Quand quelqu'un ne vous croit pas, toute explication est inutile. Ces mots avaient construit un mur entre nous que je ne pouvais espérer escalader. Il se tourna et partit, me laissant seul dans la cuisine avec l'odeur de la pluie, les carottes à moitié coupées et les papiers du divorce qui ressemblaient à un certificat de décès pour la vie que je pensais avoir. Je m'effondrais sur le sol, le carrelage froid un choc contre ma peau. Tout était un gâchis depuis le début. Il y a 3 ans, la femme qui devait épouser Mathieu était ma sœur, Chloé. C'était la brillante, la belle, celle que tout le monde aimait. Mais quelques jours avant le mariage, elle a quitté le pays pour suivre un artiste qu'elle appelait son véritable amour. Pour éviter un scandale, pour maintenir à flot l'énorme accord commercial entre nos familles, mes parents m'avaient proposé en remplacement la fille de substitution.
La famille de Mathieu, soucieuse uniquement des apparences, accepta. Et moi? J'avais un béguin secret pour Mathieu depuis mon adolescence. J'ai vu cela comme un rêve devenu réalité, une chance. Alors, j'ai dit oui. La seule personne réticente dans tout cet arrangement était Mathieu. Je ne sais pas à quoi ressemblent les nuits de noces des autres. La mienne s'est passée à regarder Mathieu jeter un contrat sur la couette d'un blanc immaculé de notre suite d'hôtel. Le même contrat de mariage de 3 ans. Il avait été clair qu'après 3 ans, quoi qu'il arrive, le mariage prendrait fin. Je me sentais perdu et peiné, mais je n'ai pas abandonné. Je pensais que si je le traitais bien, il s'ouvrirait à moi. Je pensais que ma dévotion silencieuse et constante pourrait éclipser l'éclat inconstant de Chloé. Pendant 3 ans, j'ai été son ombre, sa gardienne, son assistante personnelle. Il avait des problèmes d'estomac, alors j'ai étudié la nutrition et je suis devenu une chef gastronomique de plats fades et apaisants. Il avait des maux de tête et des troubles du sommeil, alors j'ai appris l'acupuncture, pressant soigneusement des aiguilles dans ses tempes pendant qu'il dormait. Avec le recul, j'étais si naïve. Qui tombe amoureux de sa gouvernante à domicile? J'étais une idiote. Nous ne faisions que nous torturer mutuellement. Ma main tremblait alors que je prenais un stylo, prête à signer les papiers et à mettre fin à ma propre misère. Mais mon téléphone sonna. L'écran affichait une photo de ma mère. J'ai glissé pour répondre, la voix chevrotante. Allô? Aurélie, ma chérie. Sa voix était inhabituellement joyeuse, pétillant d'excitation. Devine quoi? Ta sœur est de retour. Chloé est sur le vol de l'après-midi. Elle sera là ce soir. Mathieu et toi devez venir à la maison pour un dîner de famille. Mon sang se glaça. Chloé, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi est-elle de retour si soudainement? Ma mère soupira de façon théâtrale au téléphone. Oh, j'ai toujours su que cet artiste n'était pas quelqu'un de bien. Mais ta sœur est si têtue. Il s'avère qu'après leur mariage, il a montré son vrai visage. Il la trompait. Même quand Chloé était enceinte, ce qui a provoqué sa fausse couche. Mon cœur se serra douloureusement, une pointe de sympathie pour ma sœur malgré tout. Elle a enfin repris ses esprits et l'a quitté, continua ma mère, sa voix s'éclaircissant à nouveau. C'est une bonne chose. Bon, écoute, ne parle pas du passé quand tu la verras. Ne la contrarie pas. Sa voix bourdonnait, mais je n'écoutais plus. Tout s'emboîta. Les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas que j'étais en train de résoudre. Le divorce soudain, l'offre généreuse, l'urgence. Ce n'était pas à cause de la fin du contrat. C'était à cause de Chloé. Elle était de retour. Le personnage principal était revenu dans l'histoire, et j'avais l'impression de vivre dans un livre que j'avais déjà lu. Chloé était l'héroïne, et je n'étais qu'un personnage secondaire, un bouche-trou. Mon rôle était de lui garder sa place au chaud, de prendre soin de son homme, puis de sortir gracieusement de scène à son retour. L'intrigue du livre m'est même apparue à l'esprit. Chloé, incapable d'avoir des enfants après son traumatisme, finirait par adopter mon enfant, et je les regarderais vivre heureux pour toujours, formant une famille parfaite. Je sentis une vague de nausée. Étais-je en train de devenir folle? Mais à cet instant de clarté étrange et surréaliste, quelque chose en moi se brisa. Les 7 années d'amour que j'avais pour Mathieu se caillèrent en quelque chose de froid et de dur. J'ai posé le stylo. Pourquoi devrais-je m'effacer? Pourquoi devrais-je signer ces papiers juste parce que Chloé a décidé de rentrer à la maison? Pourquoi devrais-je les laisser avoir leur fin heureuse sur les cendres de ma vie? Non. Je n'allais plus être le personnage secondaire tragique et oublié. S'ils voulaient que je sois la méchante de cette histoire, alors très bien. Je serais la meilleure méchante qu'ils aient jamais vue. Avant la fin de ce divorce, j'allais les mettre mal à l'aise. J'ai pris un taxi pour la maison de mes parents, le cœur battant d'une énergie nouvelle, étrange et terrifiante. Je suis arrivé juste au moment où la voiture de Mathieu se garait. Lui et Chloé sont sortis ensemble. Elle avait l'air plus fatiguée que dans mon souvenir. L'étincelle vibrante dans ses yeux s'était estompée, mais c'était toujours Chloé, le centre de gravité de n'importe quelle pièce. Mes parents se sont immédiatement précipités, s'agitant autour d'elle, leur visage marqué par l'inquiétude. Il avait plu, et Chloé était parfaitement sèche. Mais la manche du costume coûteux de Mathieu était trempée. Je pouvais l'imaginer parfaitement, lui tenant le parapluie au-dessus d'elle, laissant la pluie le détremper. Avec moi,
il marchait toujours devant, me laissant traîner dans son sillage. J'ai refoulé la piqûre familière de la déception et l'ai remplacée par de l'acier. Je me suis approché de lui, affichant un air inquiet. « Chérie », roucoulai-je en m'accrochant à son bras avec affection. « Comment tes vêtements sont-ils si mouillés ?» Le regard de Chloé se tourna vers nous, ses yeux grands et vides. Mathieu essaya de retirer son bras, mais je le tins fermement, me pressant contre lui. « Tes vêtements sont tout mouillés. Tu vas attraper froid. Tu es le pilier de l'entreprise, tu ne peux pas tomber malade. Mon ton te changeait. » Je pouvais voir la veine pulser sur son front, la lutte frénétique dans ses yeux alors qu'il essayait de garder son sang-froid. Mais devant notre famille, il devait préserver son image de mari. Il me laissa le conduire à l'étage. À l'instant où nous fûmes dans ma vieille chambre d'enfant, il me repoussa. « Arrête de t'accrocher à moi », siffla-t-il. Je me contentais de sourire doucement. « Tu es mon mari. Pourquoi ne puis-je pas m'accrocher à ton bras ?» Il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. « As-tu signé l'accord de divorce ?»« Non, » dis-je, mon sourire s'élargissant. « Je suis enceinte, tu te souviens ?» Et je me disais. « J'ai fait une vasectomie. » « Es-tu sûr que le médecin ne t'a pas arnaqué ? Tu es le seul homme avec qui j'ai été pendant ces 3 ans. N'essaie pas de te défiler. » Il me dévisagea, son visage un masque d'incrédulité furieuse. « Aurélie, que t'est-il arrivé ? Pendant 3 ans, j'avais été l'épouse docile parfaite. Douce, prévenante, toujours à son écoute. Il n'avait jamais vu cette facette de moi, cette femme dure et piquante qui le regardait droit dans les yeux et le défiait. La douce moi n'était qu'une façade, un rôle que je jouais, espérant une miette d'affection. La vraie moi, celle que j'avais enterrée, était du genre à ne jamais rien lâcher. Si je ne pouvais pas le faire tomber amoureux de moi, alors je m'assurerais qu'il enseigne. Je croisais les bras. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Au moins, je vaux mieux que quelqu'un qui ne reconnaît même pas son propre enfant. Il était si en colère qu'il ne pouvait même pas parler. En bas, je suis revenu à mon rôle de femme douce. Je me suis assise juste à côté de Mathieu, agissant de manière mignonne et exigeante. « Chérie, je veux un peu de ce poisson, mais il est trop loin. Peux-tu me le servir ?» Un instant plus tard, « Chérie, mon verre est vide. Serre-moi encore, s'il te plaît. » Je n'arrêtais pas de lui donner des ordres, le forçant à jouer le rôle du mari attentionné. Je pouvais voir que lui et Chloé étaient de plus en plus contrariés. Peut-être que Chloé réalisait enfin que l'homme qui la suivait comme un petit chien était maintenant, du moins sur le papier, le mari de quelqu'un d'autre. Au milieu du dîner, Chloé a prétexté être fatiguée et est montée. Mathieu, n'en pouvant plus, s'est excusé pour aller aux toilettes. Dès qu'il fut parti, ma mère se pencha, sa voix un murmure aigu. « Aurélie, ta sœur vient de vivre une rupture. Agir comme ça avec Mathieu pourrait la contrarier. » J'ai failli éclater de rire. Cette famille avait toujours tourné autour de Chloé. Quand elle s'est enfuie, ils m'ont forcé à me marier à sa place, sans jamais se soucier de mon bonheur. Maintenant qu'elle était de retour, elle était leur seule préoccupation. Ils ne pensaient pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal à ce que mon mari soit si attentionné envers ma sœur. Dans ce monde, Chloé était le personnage principal, et j'étais juste le décor. Personne ne se souciait de moi. J'aurais dû y être habitué. Je levai la tête, cachant la tristesse dans mes yeux. J'ai pris un air pitoyable. « Maman, papa, je suis enceinte. C'est pour ça que j'ai besoin que Mathieu s'occupe de moi. » Avant que je puisse finir, j'entendis le bruit sec d'un verre qui se brise. Je levai les yeux et vis Chloé debout dans les escaliers, les mains vides, son visage rempli d'un choc total. Au même moment, Mathieu sortit en courant des toilettes. Il ne dit pas un mot. Il attrapa ma main et nous fit sortir précipitamment de la maison, loin du verre brisé et de l'expression anéantie de ma sœur. De retour dans notre maison stérile et silencieuse, Mathieu me foudroya du regard, le visage furieux. J'ai juste haussé les épaules, un étrange sentiment de satisfaction m'envahissant. Je suis vraiment enceinte. Ça vaut la peine d'être mentionné, non ? Ignorant son regard meurtrier, je suis allé dans la salle de bain. Me rappelant le choc de Chloé et la rage de Mathieu, j'ai souri à mon reflet. Peut-être que j'avais un don pour jouer la méchante, après tout. Le lendemain, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à ce que le soleil inonde la chambre. Il était plus de 8 heures.
Je suis sorti de la chambre pour voir Mathieu assis sur le canapé, entièrement habillé pour le travail, l'air furieux. C'était un homme d'habitude, et sa routine matinale était sacrée. Normalement, son petit déjeuner et son café ridiculement spécifiques auraient été prêts pour lui à cette heure précise. Mais maintenant, je n'avais plus envie de le servir. Faire la grasse matinée était génial. J'ai faim, annonçai-je à la pièce. Mathieu ne répondit pas, mais son estomac émit un gargouillement embarrassant. Je vais commander à emporter, dis-je joyeusement en sortant mon téléphone. Il me regarda avec incrédulité. Avant même que le livreur n'arrive, Mathieu claqua la porte d'entrée et partit. Heureusement que je n'avais pas commandé pour lui. Cet après-midi-là, alors que je profitais d'un soin au spa que j'avais réservé avec son argent, j'ai reçu un appel de son assistante. Sa voix était frénétique. Aurélie, la nourriture de la cafétéria de l'entreprise ne convient pas au goût de monsieur Mathieu. Il n'a pas mangé de la journée. Oh, c'est vrai. J'avais l'habitude de lui préparer son déjeuner aussi. Au fil des ans, je l'avais tellement gâté avec ma cuisine qu'il pouvait à peine supporter autre chose. Ne vous inquiétez pas, dis-je calmement au téléphone. Quand il sera affamé, il mangera. J'ai raccroché et je suis retourné à mon massage. Ce soir-là, j'ai reçu un message. C'était une photo envoyée par Chloé. Sur la photo, un homme avec un nez aquilin et un profil acéré était assis devant une énorme marmite bouillonnante de couscous royal très épicé. C'était Mathieu. Une seconde plus tard, elle a retiré le message, suivi d'un texto. Désolé, mauvaise destinataire. Je l'ai ignoré. Ma sœur obtenait toujours ce qu'elle voulait d'un claquement de doigts. Maintenant, elle recourait à ces tactiques puériles. Je n'étais pas triste. En fait, j'étais plutôt contente. L'estomac de Mathieu était terrible. Sauter le petit déjeuner, sauter le déjeuner, puis manger un couscous royal enflammé pour le dîner. C'était une condamnation à mort. Il ne mange même pas épicé, mais Chloé adore ça. Essayer de lui faire plaisir lui coûterait certainement cher. J'ai passé une nuit merveilleusement paisible. Comme prévu, quand je me suis réveillé, mon téléphone était inondé de dizaines d'appels manqués et de messages frénétiques de l'assistante de Mathieu. Le dernier était court et direct. Aurélie, Mathieu a été hospitalisé. Je me suis levé lentement, je suis allé à la cuisine et je me suis préparé une bouillie de riz apaisante. Après avoir fini mon propre petit déjeuner, j'ai mis les restes dans un thermos et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Il était dans une chambre VIP. J'avais à peine atteint la porte que je l'ai vu assis dans son lit, le visage pâle. Il regardait la porte avec attente, mais quand il a vu que c'était moi, son visage s'est renfrogné et il a rapidement détourné le regard. Je suis entré. Aurélie est là, dit son assistante, prenant rapidement le thermos de mes mains. Mathieu était si impatient de vous voir. Il attendait une visite, mais clairement pas la mienne. Cette bouillie sent si bon. Mathieu a tellement de chance, remarqua l'assistante en ouvrant le récipient. J'ai juste souri faiblement. Ce sont juste les restes de mon petit déjeuner. Je ne voulais pas gaspiller, alors je les ai apportés pour Mathieu. L'assistante se figea. Le visage de Mathieu passa du pâle à une nuance de vert livide. J'ai apprécié de voir son visage en colère. Sachant qu'il était malheureux, je me sentais à l'aise. Je me suis tourné et j'ai quitté la chambre sans un mot de plus. Juste au moment où j'entrais dans le couloir, j'ai vu quelqu'un appuyé contre le mur près de la porte. Il était grand avec un beau visage qui rivalisait avec celui de Mathieu. Je le connaissais. C'était Stéphane, l'ennemi juré de Mathieu. C'était un homme à l'allure très raffinée. Mais il avait la réputation d'être un vrai salaud. Quoi que Mathieu aime, Stéphane devait le prendre. Après mon mariage avec Mathieu, Stéphane avait essayé de me draguer plusieurs fois. Je l'avais toujours repoussé, supposant que ce n'était qu'un de ces jeux pour énerver Mathieu. Vous espionnez ? Je l'ai dévisagé. Il s'est décollé du mur, un sourire paresseux sur le visage. Comment est-ce espionner quand j'écoute au grand jour ? Aurélie, rendre cet homme si fou. Ça fait du bien, non ? Je l'ai regardé d'un air vide. Arrêtez de m'appeler Aurélie comme si vous me connaissiez. C'est dégoûtant. Allez-vous-en. Son sourire ne faiblit pas, mais ses yeux se remplirent d'une tendresse étrange et inexplicable. Voilà le feu. C'est la toi dont je me souviens. Ce qu'il disait était si déconcertant, j'ai juste pensé qu'il était mielleux.
J'ai marché droit sur sa chaussure en cuir coûteuse, enfonçant mon talon pour faire bonne mesure. L'entendant crier de douleur, je suis partie, satisfaite. J'allais définitivement divorcer de Mathieu. Mais je faisais traîner les choses, pas seulement pour l'ennuyer, lui et Chloé, mais à cause de l'enfant. J'ai hésité pendant quelques jours. L'idée d'élever un enfant seul me semblait lourde et écrasante. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais pas le faire. J'ai pris rendez-vous dans une clinique et j'y suis allé pour une série de tests. Le médecin, une femme au visage bienveillant et aux cheveux grisonnants, a examiné mon rapport avec un froncement de sourcils. Aurélie, étant donné votre état de santé, vous ne pouvez pas avorter. J'étais choqué. Quoi? Pourquoi? Si vous insistez, dit-elle doucement, cela pourrait être fatal. Je suis sorti de son bureau dans un état second. C'était comme ce rêve étrange que je n'arrêtais pas de faire, où ma vie était une histoire dans un livre. Dans le livre, le médecin disait aussi au personnage principal qu'elle ne pouvait pas avorter. J'étais déjà hésitante et maintenant, avec l'avertissement sévère du médecin, la décision était prise pour moi. C'était mon enfant, mon sang. J'allais garder ce bébé. Et je n'allais pas donner mon bébé à Mathieu et Chloé comme dans le livre. J'élèverais cet enfant seul. Dès que je suis sorti du cabinet du médecin, je l'ai revu. Stéphane. Il était appuyé contre le mur d'en face comme s'il avait attendu. Il m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à la plaque de l'obstétricien sur la porte. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Aurélie, tu es enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'aurais pu venir avec toi. Il a dit ça avec une émotion si profonde et dramatique que c'en était presque comique. Ses paroles étaient remplies de significations cachées que je ne pouvais commencer à démêler. J'ai fait la seule chose qui me semblait juste. J'ai de nouveau marché sur son autre pied, enfonçant mon talon jusqu'à ce que son beau visage se torde de douleur. Je suis partie, satisfaite. Mais peut-être que ma joie s'est transformée en malheur. Peut-être que c'est de voir Stéphane souffrir qui m'a rendue trop heureuse, car en descendant les marches de la clinique, j'ai complètement raté la dernière. J'ai trébuché, ma cheville s'est tordue, et je suis tombé en avant. Instinctivement, j'ai enroulé mes bras autour de mon ventre. Le monde a basculé. Vaguement, j'ai senti quelqu'un se précipiter vers moi, une paire de bras forts me rattrapant avant que je ne heurte le trottoir. Puis on m'a soulevé. « Docteur, docteur, venez vite. » Cela ressemblait à la voix de Stéphane, mais pourquoi semblait-elle si anxieuse, si sincèrement terrifiée? Je me suis évanoui peu de temps après. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue, c'est lui. Stéphane était assis près de mon lit sur un tabouret bas, ses longues jambes maladroitement repliées. Remarquant que j'étais réveillé, il plissa les yeux vers moi. Réveillé. Aurélie, as-tu un cervelet sous-développé ou quelque chose comme ça? Tu ne peux même pas marcher sans tomber? Il se moqua de moi sans pitié. J'étais sûr que l'homme anxieux qui avait appelé le docteur n'était que mon imagination. Mais ensuite, tout aussi rapidement, son comportement changea. Sa voix s'adoucit. Et, tu as une mine affreuse. Tu es blessé? Laisse-moi souffler dessus. À cet instant, une silhouette s'interposa entre nous. Mathieu. Il avait saisi la main de Stéphane, le visage extrêmement laid. C'est ma femme, dit froidement Mathieu, sa voix basse et dangereuse, voulant écraser Stéphane d'un simple regard. Stéphane se contenta de rire, retirant sa main. Oh, alors Aurélie a un mari. Je pensais qu'elle était venue seule pour un contrôle parce que son mari était mort. Dégage, dit Mathieu en serrant les dents. C'est tout ce que tu sais dire? Tu es un disque rayé. Stéphane le narguait, poussant Mathieu au bord de l'explosion avant de s'éloigner finalement d'un pas nonchalant. Mon humeur s'est améliorée. Même si Stéphane était agaçant, il était plutôt mignon quand il mettait Mathieu en colère. Mon ex-mari me foudroya soudain du regard, le visage extrêmement mécontent. J'ai touché ma joue et j'ai réalisé que je souriais. Stéphane veut tout ce qui est à moi, dit froidement Mathieu, sa fierté blessée. Il n'est gentil avec toi que parce que tu es ma femme. Ne te fais pas d'illusions. À ce moment-là, une idée brillante et malicieuse me vint à l'esprit. La façon parfaite de vraiment énerver Mathieu. J'ai pris une expression troublée, baissant les yeux sur mes mains. Que dois-je faire, dis-je, ma voix tremblant d'une fausse émotion. Je pense que je suis tombée amoureuse de Stéphane.
Je levai les yeux vers lui, les miens grands ouverts. Mathieu, je signerai les papiers du divorce dès mon retour. Comme prévu, mes paroles firent blêmir son visage. De retour à la maison, j'ai cherché partout les papiers du divorce, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai appelé Mathieu. Où sont les papiers du divorce? Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil avant qu'il ne parle. Je ne sais pas, il mentait. Ayant été avec lui pendant 3 ans, je le connaissais bien. L'homme qui avait été si désespéré que je les signe les cachait maintenant, pour que je ne puisse pas le faire. Il semblait que sa fierté était plus importante que son amour pour Chloé. Pour le bien de son ego, il a choisi de ne pas divorcer, juste pour m'empêcher d'être avec son rival. Mais cela ne me dérangeait pas. Je savais qu'il ne tiendrait pas longtemps. Les jours suivants, j'ai continué ma vie. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, et j'ai commencé à planifier ma vie post-divorce. Je m'imaginais dans une petite ville tranquille, ouvrant une petite boutique, vivant une vie simple avec mon bébé. Cette pensée m'a rempli d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Puis, j'ai reçu l'appel de ma mère me demandant de rentrer à la maison. Quand je suis arrivé, je les ai tous vus assis là dans le salon comme un tribunal. Ma mère, mon père et Chloé. Ils avaient tous l'air très sérieux. Dès qu'elle m'a vu, ma mère s'est précipitée et m'a pris la main. Son visage un masque de chagrin. Aurélie, je sais que tu n'as pas été heureuse ces années avec Mathieu. Il te traite mal, comme une domestique. J'ai presque eu envie de rire. Alors, elle savait depuis le début. Je pensais qu'elle n'avait tout simplement pas remarqué. Je me souviens que lorsque Chloé a eu une petite bosse sur le bras, ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Mais une fois, j'ai eu une fièvre qui a duré toute la nuit et personne n'est même venu voir comment j'allais. Le pire, ce n'était pas qu'elle ne savait pas. C'était qu'elle savait et s'en fichait. Nous étions toutes les deux ses filles, mais Chloé était son précieux trésor et je n'étais qu'un fardeau. Aurélie, continua-t-elle, sa voix remplie d'une fausse sympathie. Peut-être que tu devrais divorcer. Si elle suggérait un divorce, ce n'était certainement pas pour mon bien. Elle devait avoir d'autres motifs. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Ouais, Aurélie. Mathieu ne t'a jamais aimé de toute façon. Pourquoi vous torturez mutuellement? Dit Chloé, la voix douce. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il t'aime, toi. Donc, tu veux dire qu'on divorce et que tu l'épouses? Chloé ne répondit pas, mais son silence était un aveu clair. J'ai regardé ma mère et mon père. Ils avaient clairement la même idée. Je n'ai ressenti aucune surprise, aucune déception. Juste une finalité froide et dure. J'ai caressé mon ventre. Si nous divorçons, qu'adviendra-t-il de mon enfant? Aurélie, arrête de faire semblant, lança Chloé, sa patience à bout. L'enfant n'est pas de Mathieu. Il ne t'a rien dit pour ne pas te faire perdre la face, alors ne pousse pas ta chance. On dirait qu'elle ne pouvait plus attendre. J'ai pris une profonde inspiration. 5 millions d'euros, murmurai-je. Chloé se figea. Quoi? Donne-moi 5 millions d'euros et je divorcerai de Mathieu. Mes parents avaient gâté Chloé toute sa vie. Notre famille n'était pas à plaindre financièrement, et je savais qu'elle avait accès à ses propres fonds, probablement une fiducie ou un héritage dont je n'avais jamais eu connaissance. 5 millions n'étaient rien pour elle. Mais pour moi, une mère célibataire sur le point de commencer une nouvelle vie, c'était tout. Ce serait la sécurité. Ce serait un fonds pour les études de mon enfant. Et l'idée que Mathieu découvre qu'il avait été vendu pour 5 millions d'euros, ce serait un bonus délicieux. Chloé serra les dents et hocha la tête. Très bien, appelle-le. Elle passa l'appel et Mathieu arriva rapidement. Il devait attendre à proximité. Mathieu, où est l'accord de divorce, demandai-je, la voix calme. Il me foudroya du regard. Tu es si pressé d'être avec Stéphane? Ouais, dis-je, sans perdre une seconde. J'ai hâte. Même si je pouvais, le bébé ne peut pas finir son an. Il pinça les lèvres, ne voulant clairement pas aller jusqu'au bout maintenant que c'était à mes conditions. Mathieu, dit Chloé, sa voix douce mais ferme. Puisqu'Aurélie insiste pour un divorce, fais-le. Il appela sa secrétaire, et bientôt un nouvel accord de divorce arriva. Je l'ai signé rapidement, mon écriture claire et ferme. J'ai poussé les papiers sur la table vers lui. Mathieu, souviens-toi de ça, dis-je, le regardant droit dans les yeux.
C'est moi qui ne veux plus de toi. Aussi, n'oublie pas de demander à ton avocat d'envoyer la prime de rupture sur mon compte. J'ai signé mon nom et je suis parti sans me retourner. Au revoir, Mathieu. Au revoir à mon ancienne vie. J'ai erré sans but dans la rue. Je pensais que je ne serais pas triste, mais mon cœur était vide, comme un espace creux traversé par le vent. J'avais déjà perdu confiance en Mathieu, mais aujourd'hui j'ai réalisé que j'avais aussi perdu ma famille. Ou peut-être que je n'en avais jamais eu. Ils ne se sont jamais souciés de moi. Personne ne m'aimait. J'étais juste un personnage secondaire insignifiant. Soudain, une élégante Maybach noire s'est arrêtée devant moi. La portière s'est ouverte et une longue jambe en est sortie. C'était ce vaurien raffiné, Stéphane. Il est sorti et m'a bloqué le passage. Divorcé, demanda-t-il, un regard agaçant dans les yeux. Je l'ai foudroyé du regard. Comment avait-il eu la nouvelle si vite? C'est Chloé qui me l'a dit, dit-il comme s'il lisait dans mes pensées. Aurélie, maintenant personne ne peut nous empêcher d'être ensemble. Il a dit ça avec une telle verve théâtrale et passionnée. Vous êtes fou, dis-je en le contournant. Vous avez fait tout ça juste pour vous venger de Mathieu. Je suis enceinte. Voulez-vous être beau-père? Il se frotta le menton, pensif. L'enfant de Mathieu, m'appelant papa. Rien que d'y penser, ça fait du bien. D'accord, c'était clair maintenant. L'homme était effectivement fou. Je suis passé devant lui, mais il a suivi, continuant à me vanter tous les avantages de l'épouser. J'étais sans voix, mais son bavardage ridicule a un peu apaisé mon chagrin. J'ai quitté la ville où j'avais vécu plus de 20 ans. J'ai emballé ma vie dans quelques cartons et j'ai déménagé dans une petite ville de Provence. Nouvelle personne, nouveau lieu, tout était nouveau. Je voulais un nouveau départ. Mais dès que je suis descendu de l'avion, j'ai vu une silhouette familière près du carrousel à bagages, me souriant. C'était Stéphane. Quelle coïncidence, Aurélie, dit-il, son sourire d'un charme exaspérant. Vous ne m'avez pas suivi, j'espère, dis-je en attrapant ma valise. Il a juste ri. C'est ce que je voulais vous demander. Je suis arrivé à la petite maison que j'avais achetée en ligne. Au moment où j'allais mettre la clé dans la serrure, la porte de la maison juste en face s'est ouverte. Le visage de Stéphane est apparu, son expression exagérément choquée. Aurélie, tu vis en face de moi, et tu dis encore que tu ne me suis pas? Admets simplement que je te plais. Je l'ai ignoré, je suis entré et j'ai claqué la porte, produisant un bruit fort et satisfaisant. La maison était prête à être habitée. Une entreprise de nettoyage avait déjà tout rangé, alors j'ai juste fait un peu d'organisation. Je venais de m'asseoir sur mon nouveau canapé quand mon téléphone a sonné. Je l'ai décroché, j'ai vu que c'était le numéro de Mathieu, et j'ai raccroché immédiatement. Mauvais numéro. Je l'ai bloqué. Peu après, un autre numéro inconnu a appelé. Aurélie, je suis un ami de Mathieu. Il est ivre. Peux-tu venir le chercher? Avant, quand Mathieu se saoulait lors d'événements sociaux, peu importe la distance, j'allais le chercher. Mais maintenant, nous étions divorcés. Sa vie, ses problèmes n'étaient plus ma préoccupation. Appelez sa secrétaire, dis-je, et j'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ma liste noire comptait maintenant 2 personnes, et ce n'était que le début. Les jours suivants, des gens de l'entourage de Mathieu n'ont cessé de m'appeler. Ils disaient qu'il était à l'hôpital pour un mal d'estomac. Ils disaient qu'il avait un rhume. Une personne a même appelé pour dire qu'il pleurait parce que je lui manquais. Quelle absurdité. C'est moi qui l'avais mis avec Chloé. Je soupçonnais qu'il n'était pas heureux et essayait de m'empêcher de tourner la page. J'ai finalement changé de numéro et créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai eu un peu de paix. J'ai ouvert une petite boutique de fleurs dans la rue principale de ma nouvelle ville. Le travail était paisible et l'odeur des fleurs fraîches remplissait mes journées. Un matin, la petite cloche au-dessus de la porte a tinté. Bienvenue, dis-je en levant les yeux d'un bouquet de lys. Mes yeux se sont levés au ciel instinctivement. C'était Stéphane, vêtu d'un costume impeccable, portant des lunettes à monture dorée, l'air très raffiné. Il a choisi un bouquet de 99 roses rouges. Je lui ai dit le prix. Après avoir payé, il m'a tendu l'énorme bouquet. Je ne l'ai pas pris. Il a juste souri et l'a mis lui-même dans un grand vase sur mon comptoir. Il était persistant. Il venait tous les jours,
achetant des fleurs, faisant la conversation et, en général, se rendant importun. Au début, j'ai refusé ses avances. Puis, j'y suis devenu insensible. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Un après-midi, j'ai entendu un cri du livreur. « Aurélie, votre livraison de fleurs est arrivée. » Je me suis précipité pour l'aider à décharger les cartons. Soudain, j'ai entendu le crissement des pneus. J'ai levé les yeux et j'ai vu une voiture hors de contrôle, fonçant droit sur moi. À cet instant, mon esprit s'est vidé complètement. J'étais figé. Le temps semblait ralentir. Juste au moment où la voiture allait me heurter, quelqu'un m'a poussé violemment. Je suis tombé par terre, écorchant mes mains sur le trottoir. Le monde était un flou confus de mouvements et de sons. Il m'a fallu un moment pour réaliser ce qui s'était passé. C'était Stéphane. Il m'avait poussé pour m'écarter. Il était allongé sur le sol à quelques mètres de là. Il était toujours si maniaque. Mais maintenant, ses lunettes à monture dorée avaient disparu. Ses cheveux étaient en désordre. Et son costume était déchiré. Il avait l'air affreux. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans ce moment de chaos et de terreur, je me sentais plus proche de lui que jamais. « Stéphane, lève-toi. »« Tu es blessé ?» demandai-je en rampant vers lui, la voix tremblante. Il essaya de sourire, mais ce fut une grimace. « Je ne suis pas aussi maladroit que toi. J'ai une ceinture noire de taekwondo. Une petite voiture ne peut pas me faire de mal. » Il essaya de s'asseoir, mais son beau visage se tordit de douleur. « D'accord, Alta-t-il. Je crois que j'ai la jambe cassée. » J'ai rapidement appelé une ambulance. Pendant que nous attendions, j'ai vu sa jambe pliée à un angle contre nature, et j'étais si troublé que mes yeux sont devenus rouges. « Et, c'est juste une petite blessure. Je ne vais pas mourir, dit-il, essayant de paraître nonchalant. Puis il me regarda, son expression soudainement confuse. « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« Aurélie, ne pleure pas. Je vais vraiment bien. Regarde, je peux même sauter. » Il essaya de se relever. « Si tu bouges, je pleurerai encore plus fort, sanglotai-je en le maintenant au sol. » Il arrêta immédiatement de bouger. À l'hôpital, le médecin confirma que sa jambe était cassée. Ce n'était pas mortel, mais cela nécessitait une intervention chirurgicale et une longue convalescence. Je suis resté avec lui pendant l'opération. J'ai engagé une infirmière privée pour lui, et je lui ai rendu visite tous les jours, lui apportant de la nourriture faite maison. Le même gars qui voulait sauter partout gisait maintenant dans son lit comme une belle endormie fragile et malade. « Aurélie, je veux de l'eau » se plaignait-il. « Aurélie, j'ai mal à la main. Donne-moi à manger. Aurélie, j'ai mal aux épaules. Masse-les. » J'essayais de l'ignorer, mais il me regardait avec ses grands yeux tristes, son beau visage plissé de douleur. « J'ai mal à la jambe, disait-il piteusement. Et pour qui me suis-je blessé ? » Je soupirais et m'asseyais près de son lit, lui massant les épaules. C'est lors d'un de ces moments que la porte de sa chambre a été violemment poussée. J'ai levé les yeux et j'ai vu Mathieu. Son visage était sombre de colère. Il avait l'air beaucoup plus usé et fatigué que la dernière fois que je l'avais vu. Il n'a pas dit un mot. Il a juste attrapé mon bras et a commencé à me tirer dehors. « Mathieu, enlève tes sales pattes de ma petite amie !» cria Stéphane depuis le lit, luttant pour se lever. « Lâche-la ou je me bats avec toi. » « Reste au lit, avertis-je Stéphane. Si tu te lèves, pas de dîner pour toi. » Il se recoucha docilement, en boudant. « Je vais lui parler un peu. Je reviens tout de suite. » Le visage de Mathieu s'assombrit encore plus. Il me traîna dans le couloir, sa prise douloureusement serrée. « Es-tu venu me donner une invitation à ton mariage avec Chloé ?» demandai-je en arrachant mon bras. « Parce que je ne suis pas intéressé à assister au mariage de mon ex. »« Aurélie, je n'ai pas épousé Chloé, dit-il, la voix rauque. »« Alors que veux-tu » Il ne répondit pas, me fixant simplement avec ses yeux hantés. Je perdis patience et me tournai pour retourner dans la chambre. « Aurélie, remettons-nous ensemble, dit-il finalement, les mots sortant précipitamment. J'ai pensé à toi tout ce temps. Je rêve de toi. Je réalise maintenant que je t'aime. Te perdre m'a fait voir mes sentiments clairement. » Sa voix devint blessante. « Pourquoi n'as-tu pas pris mes appels ? Même quand ma secrétaire a appelé, tu n'as pas décroché.
Pour quelqu'un d'aussi fier que Mathieu, dire de telles choses a dû demander beaucoup de courage. Mais je n'étais pas touché. En fait, je trouvais ça risible. Je suis désolé, Mathieu. Je ne t'aime plus, dis-je, la voix stable. J'ai quelqu'un que j'aime maintenant. S'il te plaît, ne nous dérange pas, il devint anxieux. Aurélie, ne fais pas confiance à Stéphane. Il ne t'aime pas. Il est juste en compétition avec moi. Un ricanement amer traversa mon visage. Quand j'étais malade et que je t'ai appelé depuis notre propre lit, tu as dit que tu devais faire des heures supplémentaires. Il y a quelques jours, quand j'ai failli me faire renverser par une voiture, Stéphane m'a protégé sans une seconde de réflexion pour sa propre sécurité. Penses-tu vraiment être en position de dire que Stéphane ne m'aime pas? Il était abasourdi, sans voix. Mathieu, nous sommes divorcés. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Va retrouver ta Chloé, dis-je, et je me tournai pour entrer dans la chambre. Il resta là, l'air d'un enfant perdu. Mais je n'éprouvais aucune pitié. Chacun doit faire face aux conséquences de ses choix. C'est un homme adulte. Personne ne reste au même endroit pour toujours, à vous attendre. Une fois que vous manquez votre chance, elle est partie. De retour dans la chambre, la voix forte et dramatique de Stéphane m'accueillit. Aurélie, j'ai mal à la jambe. Viens l'embrasser. Un baiser la guérira. J'ai attrapé son oreille et je l'ai tordue. Aïe. Je voulais dire ma joue, pas mes lèvres. Pas devant tout le monde, cria-t-il. Une semaine plus tard, Stéphane est sorti de l'hôpital. J'ai engagé une infirmière pour s'occuper de lui, mais je lui rendais souvent visite. Selon le médecin, après 3 mois, il aurait dû pouvoir marcher librement. Mais sa guérison était étrangement lente. Il geignait et se plaignait si son pied touchait à peine le sol. Quelque chose n'allait pas. Il avait une carrure mince et musclée. J'avais accidentellement vu ses abdominaux une fois. Comment quelqu'un en si bonne forme ne pouvait-il pas récupérer en 3 mois? Aurélie, j'ai si mal à la jambe. Viens la masser, dit-il un après-midi, sa routine habituelle. J'ai soudainement serré mon ventre, laissant échapper un petit hoquet. Oh! Il a sauté du canapé en panique, se tenant parfaitement sur ses 2 pieds. Aurélie, qu'est-ce qui ne va pas? Mal au ventre? Je t'emmène à l'hôpital. Je l'ai juste foudroyé du regard. Il a instantanément réalisé qu'il était démasqué. Il a commencé à sourire penaud. Oh là là, comment ma jambe a-t-elle soudainement guéri? Est-ce le pouvoir de l'amour? J'ai tendu la main et lui ai pincé l'oreille très fort. Stéphane est resté avec moi pour tous mes examens et l'accouchement. Le jour de la naissance de mon fils, il était maladroit mais si prudent avec le petit bébé. Allez, mon chéri, chuchotait-il au petit paquet. Dis papa. J'étais une nouvelle maman, assez maladroite moi-même. Stéphane a grandi à mes côtés. Quelques jours plus tard, il était déjà un expert pour changer les couches. Quand mon fils a eu 1 an, le premier mot qu'il a appris était « maman ». Le deuxième était « papa ». Stéphane était si heureux qu'il flottait pratiquement toute la journée. C'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi enthousiaste à l'idée d'être le père de l'enfant de quelqu'un d'autre. Quand mon fils a eu 2 ans, je me suis officiellement mise avec Stéphane. Quand il a eu 3 ans, Stéphane et moi nous sommes mariés, et notre petit garçon était notre porteur d'alliance. Le mariage était très discret, juste la famille proche et les amis. Stéphane m'a mis la bague au doigt, et en tournant la tête, j'ai vaguement vu une silhouette familière au fond de la foule. Mathieu. J'ai été stupéfaite une seconde, mais je me suis vite ressaisie et j'ai souri joyeusement à mon nouveau mari. J'avais tellement de chance d'avoir quelqu'un qui m'aimait vraiment dans cette vie. Après la cérémonie, alors que nous sortions de la chapelle, j'ai vu 2 silhouettes dans le coin du jardin, une grande et une petite. Mon cœur s'est serré. Je me suis approché nerveusement. Mathieu tendait un bonbon à mon petit garçon potelé. Mon fils, qui n'avait pas encore ses traits définitifs, lui ressemblait tellement. Il était clairement un mini Mathieu. Mais mon fils n'a pas pris le bonbon. D'une voix enfantine claire, il a dit « Maman et papa Stéphane ont dit de ne pas accepter de choses des inconnus ». Mathieu s'est raidi et ses yeux se sont visiblement assombris. J'ai tenu la petite main de mon fils. Stéphane s'est approché, regardant Mathieu avec méfiance. « Va jouer un peu avec papa », ai-je dit à mon fils, le confiant à Stéphane. J'ai lancé à Stéphane un regard rassurant,
et il a emmené notre petit garçon. Aurélie, dit Mathieu, la voix rauque. Il avait beaucoup vieilli en ses 4 ans. J'ai entendu dire qu'il n'avait jamais épousé Chloé. Elle est retournée à l'étranger, s'est remise avec son ex, et ils se tourmentaient toujours mutuellement. Mathieu ne s'est jamais marié. J'ai entendu dire qu'il buvait beaucoup, menait une vie très dissolue, et que sa carrière avait piqué du nez. Peut-être que mon petit acte de défi avait changé l'histoire de tout le monde. Cet enfant, commença-t-il, la voix précipitée, est-ce que... Ça n'a plus d'importance, Mathieu, dis-je doucement mais fermement. Ne te montre plus devant moi. Sinon, tu ne me trouveras plus jamais. Après avoir dit ça, je me suis tourné et je suis parti. J'ai entendu un son qui ressemblait à un sanglot derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. J'ai fait un pas après l'autre vers mon amour, vers mon fils, vers ma vie. J'ai pensé à la première fois que j'ai rencontré Stéphane dans cette vie. Ce n'était pas longtemps après mon mariage blanc avec Mathieu. Il m'avait arrêté dans le hall d'un hôtel. Mademoiselle, avait-il dit avec une intensité étrange, ne nous sommes-nous pas connus dans une vie antérieure? Je l'avais trouvé absurde. Mais ces souvenirs, que je trouvais autrefois ringards, sont devenus doux en restant avec lui. Je le taquinais souvent à ce sujet, et il se contentait toujours de m'attraper et de m'embrasser jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. Aurélie, chuchotait-il, nous nous sommes rencontrés dans une vie antérieure. Tu as oublié, mais ce n'est pas grave. Je me souviens pour nous deux. Épilogue de Stéphane, je m'appelle Stéphane. J'avais une amie d'enfance nommée Aurélie. Nous avons grandi ensemble de la maternelle au lycée. Quand nous sommes arrivés à l'université, elle s'est inscrite dans une école à l'autre bout du pays. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pu entrer que dans une école de la même ville que la sienne. Je prenais souvent un long trajet en bus juste pour la voir, même pour 1 heure. En 3e année, j'ai lancé une entreprise pour gagner de l'argent. Je voulais la demander en mariage juste après la remise des diplômes. J'ai eu de la chance et une grande entreprise a investi dans mon projet. À la fin de mes études, j'avais assez économisé pour nous acheter une maison. J'ai acheté la bague. J'étais en route pour la demander en mariage. Et puis j'ai vu un gros camion la percuter. Mon monde est devenu rouge. Même quand ils l'ont recouverte d'un drap blanc, je ne pouvais pas croire qu'elle était partie. Tout le monde disait que j'étais fou, que je ne pouvais pas l'accepter. Mais je savais, j'étais certain que ma belle était quelque part, à m'attendre. J'ai cherché dans toutes les villes. Puis un jour, je ne pouvais plus continuer. Je me suis allongé dans les bois, laissant les feuilles tomber sur mon visage. Ma vision s'est brouillée. La lumière vive du soleil semblait former une silhouette familière. Ma belle. Elle m'a tendu la main. J'ai souri. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit luxueux. J'étais moi et pourtant pas moi. J'étais Stéphane, né dans l'une des 2 plus grandes familles de la ville. J'avais un ennemi juré nommé Mathieu. Le but de ma vie semblait être de lui rendre la vie difficile. J'avais toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Jusqu'au jour où, lors d'un gala de charité ennuyeux, j'ai vu une jeune femme regardant tendrement Mathieu. Elle me semblait inexplicablement familière. Mes jambes ont bougé d'elles-mêmes. Je me suis approché d'elle. Mademoiselle, dis-je, le cœur battant dans ma poitrine, ne nous sommes-nous pas connus dans une vie antérieure? La jeune femme m'a foudroyé du regard et s'est enfuie. Mais je savais. Ces souvenirs perdus ont commencé à revenir, morceau par morceau. Une joie a bouillonné en moi, se propageant dans tout mon corps. J'avais l'impression de pouvoir voler. J'avais retrouvé ma belle.